Pourquoi continue-t-on à manger de la viande alors même qu'on pourrait s'en passer? Saviez-vous que les premiers steaks végétaux ont été inventés au Xe siècle en Chine? Savez-vous ce qu'est la thanatocratie dans laquelle nous vivons depuis des siècles? Dans cette interview, Florence Burga, l'une des plus grandes penseuses contemporaines de la question animale, nous partage un regard rare et profond sur notre relation aux animaux et à la consommation de viande. Une discussion captivante qui va vous faire découvrir des idées surprenantes, parfois dérangeantes, et qui pourrait bien transformer votre façon de voir notre rapport aux animaux. Florence Burga, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous êtes directrice de recherche à l'INRA, affectée à l'École normale supérieure. Vous êtes une des intellectuels majeurs aujourd'hui sur le domaine de la philosophie animale. On vous doit beaucoup d'ouvrages, notamment la place de l'animal dans les pratiques de consommation, la protection de l'animal aux presses universitaires de France, dans la collection Que sais-je, aussi Animal mon prochain, aux éditions Odile Jacob, et bien d'autres ouvrages encore, comme Les animaux ont-ils des droits, à la documentation française. Et on est vraiment ravis de vous recevoir aujourd'hui dans l'émission D'un monde à l'autre sur la chaîne de L214 pour aborder une question fondamentale, cruciale, c'est pourquoi l'humanité mange-t-elle les animaux? Et pourquoi l'humanité mange-t-elle les animaux et aussi son principe, est-ce inéluctable finalement? C'est des réflexions qui ont fait l'objet d'un livre qui s'appelle L'humanité carnivore, que vous avez publié en 2017. Et vous allez donc nous expliquer si vous avez trouvé des réponses, quelles sont les réponses, comment vous vous y êtes pris pour trouver ces réponses, et puis peut-être des pistes justement sur l'avenir, le futur. C'était évidemment une question cruciale pour L214 aussi, puisque notre objectif c'est aussi de faire évoluer notre rapport aux animaux et très concrètement dans la consommation, et évidemment la consommation d'animaux, enfin l'utilisation des animaux pour la consommation alimentaire est un sujet majeur de protection animale, pour ne pas dire le principal et l'essentiel sujet aujourd'hui. Justement, je voulais commencer par cette question-là, qui est la question un peu du livre, hein, finalement. Aujourd'hui, on n'a jamais autant tué d'animaux dans toute l'histoire de l'humanité. On dit qu'on élève, qu'on fait naître, qu'on engraisse, qu'on transporte et qu'on tue 80 milliards d'animaux terrestres chaque année à l'échelle planétaire. C'est évidemment colossal, on pourrait aussi regarder ce qui se passe du côté des animaux aquatiques. Et pourtant, on n'a jamais eu autant de connaissances à notre disposition au niveau nutritionnel pour dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de nécessité à consommer les animaux pour être en bonne santé, voire presque souvent l'inverse en tout cas. On a aussi énormément de protéines à notre disposition, d'alternatives, etc. Alors comment expliquer en fait ce hiatus entre cette société qui consomme autant d'animaux alors qu'elle pourrait s'en passer? Oui, on peut dire que la situation actuelle nous permet de poser de façon la plus radicale la question de savoir pourquoi l'humanité est encore carnivore. Parce que bien sûr, dans les temps très reculés, cette question peut recevoir des réponses assez aisées, et peut-être nous éclairerons un petit peu ces questions lorsqu'elles sont posées dans le passé. Parce que les humains n'avaient pas forcément beaucoup d'autres choses à leur disposition. Toutes sortes de raisons peuvent être évoquées ou invoquées, mais aujourd'hui, en effet, le fait que nous sachions comment remplacer ces aliments, que nous sachions du reste que cette hyperconsommation est néfaste pour la santé, puisque autant nous avons du recul sur les régimes végétariens qui sont pratiqués de très longue date dans des tas de pays par l'humanité, autant cette pléthore ovo-lactée carnée est absolument récente, et les dommages que cette consommation peut entraîner sur la santé humaine se découvrent en fait en ce moment. Donc cette situation paradoxale nous permet de poser la question par-delà des
des arguments en fait, qui peuvent être annoncés, qui peuvent être nutritionnels, économiques, culturels, folkloriques, etc. Vous parlez de thanatocratie. Oui, alors ce mot désigne tout simplement le gouvernement par la mort. Et en effet, quand on entend les chiffres que vous avez donnés, il y a quelque chose de vertigineux et de proprement impensable d'imaginer autant d'individus qui évidemment souhaitaient poursuivre leur vie. Et je crois que c'est très important de se rappeler en fait que les animaux, tout comme nous, veulent continuer à vivre, aspirent à vivre une vie conforme à leur disposition. Et on se dit, mais comment, comment en est-on arrivé à des chiffres aussi vertigineux? Et c'est comme si, en effet, c'était la mort qui devenait le principe de ce gouvernement. Et donc, la thèse à laquelle je suis arrivée, et peut-être on essaiera de la préciser, c'est que ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que cette mise à mort, elle ne répond pas aux besoins, ni même au désir de manger de la viande parce que c'est bon, puisque c'est l'argument qu'on entend sans cesse, mais que dans de telles proportions, nous voyons que cela institue un rapport que j'ai appelé fondamentalement meurtrier aux animaux. Puisque lorsque l'humanité en vient à tuer un nombre d'animaux qui excède très très largement son propre nombre, qu'il y a une démultiplication de ces naissances qui n'existent que parce que la date de leur mise à mort est déjà planifiée, eh bien là on voit que véritablement ce qui est visé, c'est cette mise à mort et non pas le goût de certains aliments, d'autant qu'aujourd'hui on arrive à en reproduire certains d'entre eux, un grand nombre d'entre eux, de façon absolument stupéfiante. Donc il me semble que ce que la philosophie peut faire, au regard d'autres disciplines qui apportent des réponses qui sont bien évidemment pertinentes et importantes pour comprendre ce phénomène extrêmement complexe en réalité, ce que peut apporter la philosophie, c'est effectivement la radicalité de son questionnement. Radicalité, c'est essayer d'aller à la racine et de voir si, une fois que les sciences de la nutrition, la sociologie, l'histoire, le folklore, l'anthropologie religieuse, l'anthropologie sociale, que sais-je, ont apporté leur éclairage, est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose qui n'a pas été encore analysé et qui, je pense, réside non pas dans la question de la viande, mais dans la question de notre rapport à ces animaux que nous destinons à devenir de la viande. Pour illustrer justement cette thanatocratie, vous parlez aussi du gaspillage d'aliments, de nourriture, de viande finalement, qui est aussi un paramètre qui va au-delà de ce qui est raisonnable, on va dire. Oui, alors j'avais lu qu'en Europe, 30% de la viande, enfin si on peut employer ce mot qui en réalité ne veut rien dire, produite était jetée. Et certainement, on peut déceler, comme l'ont fait par exemple Georges Bataille, dont je cite des passages, il y a certainement dans cette espèce d'hécatombe comme ça, qui est indéfiniment reproduite et qui n'a pas de terme en réalité, une espèce de jouissance qui est liée à la pure destruction. Puisque ce qui est visé, ça n'est évidemment pas de nourrir les gens. On voit très bien que c'est autre chose dans cette démesure. Je me souviens un centre d'équarrissage où les têtes de bovins étaient alignées les unes à côté des autres, avec les bovins avec les yeux ouverts. Et ce mot de thanatocratie m'a frappé à ce moment-là. Vraiment la barbarie qu'on peut avoir de cette image-là de bovins alignés les unes sur les autres. Et pourtant, vous évoquez notamment Pierre Gascard qui parle de l'innocence de la boucherie. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut passer devant des étals de boucherie où on a des morceaux d'animaux découpés, sanguignolants, et personne est vraiment choqué en fait par cette situation-là. Comment on explique cette magie? Oui, c'est donc un roman de Gascard de 1973, je crois, qui s'appelle Les Bouchers, où il y a cette phrase qui me semble vraiment très, très claire pour décrire une situation en effet assez ahurissante. Il dit, et ce n'est ni un jugement de valeur, voilà, c'est vraiment purement descriptif,
que les morceaux que nous voyons dans les étals sont devenus autonomes au regard des animaux qui en étaient évidemment les sujets, et qu'en ce sens, la boucherie est un lieu d'innocence. C'est-à-dire que ce que nous voyons, et c'est un grand mystère en fait de notre perception, ce que nous voyons, si on nous interrogeait, bien sûr, ce sont des morceaux d'animaux, il y a des animaux derrière, mais en même temps, ça n'est pas ça ce que nous voyons. C'est comme si ces morceaux ne renvoyaient à rien d'autre qu'à eux-mêmes. On a pu donc dire que ce mot de viande était un pur signifiant, la pure image acoustique de quelque chose qui en fait ne renvoie qu'à elle-même. Ce serait un signifiant sans signifier, c'est-à-dire qu'il ne renvoie pas à la réalité de cet animal vivant qui a été tué et qui est devenu tout ça, puisqu'au fond, ces morceaux ne se comprennent qu'à la lumière de tout ce processus. Et c'est précisément ce processus qui est devenu absent, presque impensable. Et ça, comment cela se passe-t-il ? Je ne sais pas si je suis en mesure de décrire cette opération. Alors je pense que cela pourrait se produire pour d'autres choses qu'on sait très bien, qu'on a très bien vu dans l'histoire de l'humanité, que tout à coup, peut-être chemin faisant, la perception intégrait des choses et le sujet ne se posait plus de questions à l'égard de certaines choses, alors qu'en réfléchissant à ces situations, en prenant du recul, oui, on aurait une perspective critique, oui, on aurait des approbations. Donc il y a chez l'humain, et peut-être chez les animaux aussi, finalement, cette capacité à faire disparaître un certain nombre de significations et à mettre dans l'ombre ce peut-être qui est trop pénible à penser ou qui est trop dérangeant. Et donc, en effet, je crois qu'il faut toujours qu'on garde à l'idée le fait que devant ces pièces de viande, on est quand même, chacun d'entre nous, dans une forme de déni, paradoxe, je ne sais pas quel terme il faut employer. On sait et en même temps on ne sait pas. On sait bien, mais quand même. Et il faut donc faire finalement un travail pour donner à cette perception sa signification. Et ça, c'est d'une certaine manière assez mystérieux. Petite parenthèse par rapport à ce travail dans ce livre, pour essayer de creuser cette question, l'humanité carnivore. Vous précisez bien que vous n'avez pas d'un point de vue militant dans ce travail-là, ni une neutralité pratique, on va dire. Comment on travaille cette question de rapport à la viande, aux animaux, quand on est philosophe? Alors pourquoi c'est ni militant ni neutre? Alors, je dirais qu'un travail militant, ce serait d'abord finalement la visée d'une pure dénonciation. La dénonciation, est-ce qu'elle a besoin d'énormément de démonstrations? Peut-être pas, parce que au fond, on pourrait se passer de toutes ces analyses, ces démonstrations, ces recherches. Il me semble que quand on voit les pratiques cruelles contre les animaux, tout esprit sain les rejette comme quelque chose qui ne doit pas être. Et pourquoi est-ce qu'on les rejette? C'est qu'on voit dans le regard de l'animal, dans ses réactions, dans sa résistance, dans sa volonté évidemment à vouloir vivre, quelque chose qui nous parle de manière extrêmement intime, c'est-à-dire que nous serions dans une situation analogue à la sienne. Et donc nous comprenons parfaitement que tout ça ne devrait pas être et nous le rejetons. Et c'est tout un ensemble finalement de construction sociale, d'habitudes, de suivisme qui fait qu'on tient cela à distance. Alors, cette question, la philosophie s'en est emparée en réalité très très tôt, puisque dans la philosophie grecque, puis gréco-romaine, la discussion sur la légitimité même de mettre à mort les animaux pour les manger est présente, et elle a été, je dirais, pensée jusqu'au bout. Et on pouvait finalement s'en tenir à ces textes encore aujourd'hui pour interroger ces pratiques. L'aborder philosophiquement, c'est aussi appliquer une certaine méthode dont peut-être le discours militant se passerait, en tout cas il n'utiliserait pas la même,
une certaine méthode de travail, une certaine manière de lire les textes, de les citer. Et puis il y a évidemment, à côté, au-delà ou en deçà de la méthode, cette disposition propre à la philosophie qui consiste à s'étonner. Et donc à se dire, cette pratique qui est présentée comme allant de soi, comme ne posant pas de problème, eh bien finalement, le travail du philosophe, c'est de se dire pourquoi est-ce que telle ou telle chose est pratiquée comme allant de soi. Et on a donc là affaire à quelque chose de particulièrement singulier, parce que cette viande que nous consommons, ou ce poisson, est une pratique tout à fait commune. Voilà, on trouve ça dans les magasins, tout le monde cuisine ça tous les jours. Et pourtant, pour en arriver là, il a fallu élever des animaux, les enfermer, les engraisser, les séparer les uns des autres et les tuer des manières que, grâce à votre travail, nous connaissons de mieux en mieux. Donc tout ça, évidemment, ne va pas de soi. Et on peut se dire que de telles choses, comment sont-elles possibles dans des sociétés pacifiées? Enfin, comment peut-on faire ça de façon tout à fait tranquille, uniquement parce que les gens disent parce que c'est bon? Il y a un écart qu'on peut qualifier de monstrueux entre ce qu'on fait subir aux animaux et puis ce qui arrive au bout du compte. Et encore une fois, comme on l'évoquait tout à l'heure, qu'on peut remplacer, copier. Donc évidemment, c'est quelque chose qui donne particulièrement à penser. Et donc on peut peut-être s'étonner que ça n'ait pas été plus souvent un objet philosophique, d'autant que ça l'a été dans des textes majeurs de la philosophie ancienne. C'est très, très enfoui, tout ça. C'est très enfoui. Ouais. Justement, par rapport aux justifications, il y en a énormément. Alors que c'est vrai qu'au niveau scientifique, au niveau éthologie, intelligence des animaux, enfin, on découvre les mondes intimes des animaux bien plus vastes que ce qu'on aurait imaginé jusqu'ici. Dans les différentes justifications, il y en a une qui est assez importante, c'est que finalement, comme c'était un fondement, comme si l'humain, en fait, ça venait de la chasse, enfin la question de la place de la chasse, du meurtre des animaux, comme étant un fondement de l'organisation des sociétés, comme ce qui fait qu'on est aujourd'hui ce qu'on est devenu, pour le bien ou pour le pire. Donc est-ce que déjà l'humanité comme étant ayant la chasse comme base, c'est quelque chose qui est juste, qu'on peut aussi questionner, justement? Est-ce que c'est si évident que ça? Parce qu'il y a des théories, justement, sur The Manhunter, c'est ça? Et puis, alors que c'est pas si évident que ça, d'une part. Et puis, est-ce que ce fait-là peut justifier, finalement, qu'on continue d'être une humanité carnivore sur la base de cette existence, évidemment, qui est un fait aussi, hein. Il y a la chasse a tenu une grande place aussi dans l'organisation sociale. Alors, il me semble que là, il pourrait y avoir deux grandes réponses. Alors, il y a effectivement cette question de la chasse, à laquelle peut-être je vais répondre maintenant. Et puis, il y a toute une autre justification un peu du même ordre à partir de cette question du sacrifice, qui est encore beaucoup plus complexe. Mais en effet, partons de cette hypothèse des années 60, l'homme chasseur, l'hominisation par la chasse. Comme si, finalement, l'homme serait devenu ce qu'il est parce qu'il fut chasseur. Alors, cette hypothèse, qui a été rapidement présentée comme une thèse, a été battue en brèche. Alors, ce qu'on peut commencer par dire, c'est que la préhistoire, dans la mesure, qui est une science récente du 19e siècle, dans la mesure où les vestiges sont extraordinairement rares. Le roi Gourand dit c'est comme si aujourd'hui on essayait de comprendre notre civilisation à partir des couteaux, des cuillères et des fourchettes. Parce que qu'est-ce qui est resté? Quelques objets taillés, et c'est tout. Et puis plus tard, les peintures sur lesquelles peut-être on reviendra. Mais donc, l'absence de vestiges fait que cette discipline est d'autant plus poreuse à l'idéologie, disons à la pensée dominante du temps dans lequel le préhistorien, de l'époque dans laquelle le préhistorien s'exprime. Puisque l'extrapolation a évidemment une place considérable, dans la mesure où on n'a rien pour savoir comment ces hommes vivaient, comment ils pensaient, comment ils agissaient, comment ils se comportaient. Donc, à partir de ces vestiges
on a donné une place considérable à la chasse, dont on sait aujourd'hui que cette place considérable n'était pas le cas. Alors comment est-ce qu'on le sait? C'est qu'on a des techniques très, très fines, par exemple pour savoir à partir d'une dent quelles étaient les maladies des hommes préhistoriques. C'est assez incroyable de voir tout ce qu'on arrive à déduire à partir de ces nouvelles techniques d'analyse des vestiges. On a vu que souvent ces os qui étaient rassemblés, et là on se disait mais ça a été une chasse absolument incroyable. En fait c'était des mouvements de terrain ou des alluvions comme ça qui ont rassemblé des ossements, ou bien que c'était des animaux carnivores qui étaient évidemment bien meilleurs chasseurs que ces pauvres hominidés qui n'avaient pas l'équipement qu'avaient ces grands carnivores. Et aujourd'hui, la thèse, c'est que ces premiers hominidés étaient finalement des opportunistes. Ils mangeaient ce qu'ils trouvaient. Ils mangeaient bien évidemment aussi des végétaux qui n'ont laissé aucun vestige. Les œufs n'ont pas laissé de vestige. Les mollusques, les insectes, peut-être les petits poissons. Donc toute cette alimentation-là, dans la mesure où elle n'a pas laissé de traces, on l'a ignorée pendant très longtemps. Aujourd'hui, on dit, mais non, ça n'est pas possible, il y avait bien d'autres choses à glaner. Et puis aussi, on a montré que ces premiers hominidés récupéraient bien souvent la viande sur les animaux que les carnivores avaient commencé à manger et puis avaient délaissé. Donc c'était des charognards, vous voyez, ça c'est déjà beaucoup moins chic. Ouais. Et puis qu'ils avaient pratiqué le cannibalisme. Alors on ne sait pas s'ils tuaient leurs semblables pour les manger, ou s'ils les mangeaient une fois qu'ils étaient morts. Mais voilà, là aussi, en regardant les stries sur les os, on peut voir quel type de boucherie en fait était pratiqué. Alors il y a évidemment un autre élément de cette thèse, c'est de dire que c'est grâce à cette consommation de carné que le cerveau humain s'est développé d'une certaine manière. Bon, là aussi, ce sont des hypothèses qui demandent à être vérifiées. Surtout qu'il y avait des espèces humaines au début qui étaient purement végétariennes. Enfin, donc là aussi, on voit, on peut se demander s'il n'y a pas un petit peu ce qu'on appelle un peu rapidement, et peut-être un peu rapidement, l'idéologie carniste. Enfin, j'aime pas trop ces étiquettes un peu rapides, mais voilà, ce cerveau qui serait devenu extraordinaire grâce à la viande. Bon, c'est-à-dire qu'on a un penchant à interpréter les choses de cette façon parce qu'on a envie de les voir comme ça. Oui, surtout concernant ces données qui sont tellement lacunaires, évidemment. On a des animaux qui chassent en bande aussi, qui n'ont pas forcément eu le même trajet que l'humanité. On a aussi le travail des végétaux. Bien sûr. Qui permet de faire des liens, de tisser, qui permet de faire des choses très compliquées. Oui, bien sûr. On a considéré que les processus de socialisation étaient uniquement dans la collaboration des humains pour aller chasser, mais en effet, ramasser, faire la cueillette, fabriquer je ne sais pas moi, des paniers pour transporter les aliments, enfin, et toutes sortes de choses les fibres, dont nous ignorons de leur vie sociale, sont évidemment des moyens de se socialiser. Il y a les peintures préhistoriques aussi, qui nous disent des choses un peu différentes de ce qu'on apprend à l'école. On dit que c'est des chaînes de chasse qui sont essentiellement représentées. Oui, vous voyez, c'était cette première préhistoire qui était très imbue de cette théorie de la magie par la chasse. Donc c'était la chasse qui était là pour tout expliquer. Or, le roi Gourand notamment a montré qu'il y a très peu de scènes de chasse en réalité, et que les animaux représentés, souvent, ne faisaient pas partie des animaux qui, à l'époque, étaient mangés par les hominidés qui les peignaient. Et on peut d'ailleurs penser que ces premiers hominidés ont été fascinés notamment par les chevaux, parce que quand on regarde ces peintures, d'abord ils les voyaient vivre autour d'eux. On peut penser qu'il n'y avait évidemment pas toute l'élaboration, il n'y avait évidemment pas toute cette élaboration par laquelle l'humain s'est scindé du monde animal. Et donc on peut penser que ces premiers hommes étaient fascinés par la vitesse, par la grâce de ces animaux, par
par leur beauté aussi. L'idée, en tout cas, c'est pas non plus de dire que la chasse n'a pas eu de rôle dans l'évolution de Bien l'humanité, évidemment. Parce qu'il y a évidemment dans le processus d'hominisation, la chasse a été un élément important aussi pour l'apport de protéines. Bien sûr. Oui, bien sûr, il ne s'agit pas d'aller dans l'extrême inverse et de dire que les hominidés n'ont pas chassé. Ça serait absolument faux, surtout qu'on en a des tas de preuves. Et par contre, la chasse comme justification, même d'ailleurs les chasseurs d'aujourd'hui seraient des héritiers de cette époque-là. Donc on voit qu'il se joue des choses bien différentes aujourd'hui des chasseurs actuels. Justement, la chasse, aujourd'hui, on la présente un peu comme que ça peut être vu comme un fondement, quoi. Et vous expliquez bien la différence qu'il y a entre un fondement et un fait, qui fait que voilà, l'argument de dire un peu si je simplifie, on a toujours chassé, on a toujours mangé de la viande. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un peu nier notre humanité que de renoncer à consommer des animaux aujourd'hui. Oui, ce qui est très étonnant, c'est ce qui est très difficile à comprendre aussi, c'est cette continuité empirique. En effet, l'homme a chassé, puis il continue à chasser, pour des motifs qui ne sont plus les mêmes. Puisque on n'est pas du tout sûr que les premiers hominidés qui chassaient prenaient plaisir à chasser. On n'en sait strictement rien. Et je cite le film Into the Wild, où ce jeune homme qui décide de quitter la civilisation et donc de se nourrir, de survivre en n'ayant aucun vivre, vit comme une catastrophe le fait de tuer un animal dont il n'a pas suffisamment fumé la chair et de voir que les asticots s'installent. Il dit c'est la plus grande catastrophe de ma vie. Donc en fait, ça lui déplaît de faire ça. Il le fait parce que c'est sa propre vie et sa propre survie en dépend. Donc comment, à un moment donné, la chasse perd sa finalité de survie pour devenir un loisir? Ça, c'est assez difficile à comprendre en réalité. Et donc, on voit bien qu'en effet, ce fait originel, voilà, l'homme a recouru à manger toutes sortes de choses, et il a aussi tué des animaux et mangé ses semblables. Mais tout ça aurait pu s'arrêter en réalité. Donc, ce fait ne doit pas être... l'interpréter comme un fondement, c'est une erreur en fait de raisonnement. C'est considéré, en faisant un fondement, c'est considéré qu'en effet, la chasse est quelque chose qui va instaurer une réalité particulière et qui doit être répétée indéfiniment. Comme si donc, en effet, en chassant les animaux, l'humain traçait une ligne de partage qui n'existe pas forcément quand c'est la survie, parce qu'au fond, peut-être que dans une situation de survie, enfin on le sait, on mange ses semblables. Donc la chasse n'est pas forcément un acte qui trace une différence ontologique entre celui que je tue et moi-même, dans ces situations extrêmes. Mais après, lorsque ça devient un loisir, évidemment, il y a celui qui chasse et celui qui est chassé. Et là, on a affaire, d'un point de vue de la signification, tout à fait autre chose. Si on reste encore dans ces temps très anciens, si on revient à la question de la domestication, alors la question de la chasse, effectivement, on ne sait pas si les chasseurs y éprouvaient du plaisir. Il y a une violence, évidemment, pour le chasser. Mais il y a une violence au moment de la domestication qui est encore plus radicale. Je ne sais pas si on peut parler de violence, mais de contrôle sur les animaux qui est encore plus radical. C'est la question de la domestication qu'on peut voir aujourd'hui un peu. On a encore ça, des personnes qui présentent le travail avec les animaux comme une sorte d'harmonie, quelque chose comme ça. Et justement, dans le bouquin, il y a la question de la différence entre la chasse et l'éleveur et qu'il y a encore plus grande violence sur l'élevage. L'appropriation totale de la vie de l'animal. Alors c'est vrai qu'il y avait certaines formes de chasse qui était un premier pas vers ce que va réaliser la domestication, c'est-à-dire le fait d'enclore des troupeaux d'animaux sauvages. Et c'est effectivement le fait d'avoir sous la main. C'est comme ça qu'on peut finalement caractériser la domestication des animaux qui se trouvent modifiés, et maintenant radicalement modifiés dans leur comportement, mais qui sont aussi enclos. Contrôle des naissances et puis contrôle de l'espace. Et ça, évidemment, c'est un pas gigantesque qui est franchi
dans la mainmise sur les animaux, puisque ils ne peuvent plus nous échapper. Ils ne peuvent plus nous échapper, ils sont radicalement sous notre contrôle, au point que ceux qui pourraient aujourd'hui matériellement s'échapper des enclos ne supporteraient plus les conditions de vie dans les environnements qui sont en réalité leurs environnements naturels. Puisqu'on sait que ces cochons sélectionnés aujourd'hui ont une peau très fine qui ne supporte pas le soleil, qu'ils sont trop gros pour leurs pattes, que ces poulets de chair qui sont gros en 40 jours, eh bien, si on les laisse vivre, ont des tailles démesurées. Donc on a fabriqué, les généticiens ont fabriqué des animaux qui, même s'ils échappaient à notre contrôle matériel, ne peuvent plus s'en sortir dans l'élément qui en réalité est le leur. Et c'est très impressionnant, évidemment. C'est très impressionnant. Alors, vous évoquez, alors on revient justement sur la question des fondements de l'humanité, des civilisations ailleurs dans le temps et dans l'espace, qui ont justement renoncé, d'un point de vue éthique, à consommer, pour des raisons éthiques, à consommer des animaux. Vous évoquez notamment l'empereur Asoka en Inde. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter ça? Est-ce qu'il y a d'autres civilisations aussi qui... Oui, alors ce qui est intéressant dans cette histoire de l'humanité finalement carnivore, c'est que, parce qu'effectivement, vous rappeliez d'entrée de jeu cette énormité du nombre d'animaux abattus, cette énormité qui fait qu'on ne peut même pas se le représenter. Et cette énormité, effectivement, ce qu'elle nous dit, c'est comment en sortir. C'est tellement partout, comment en sortir. Et donc, c'est quand même très intéressant de voir qu'à certains moments de son histoire, dans certains pays, qui sont la Chine, la Corée, le Japon et l'Inde, il y a eu des dirigeants qui, pour des raisons éthiques, en effet, de respect de la vie animale, ont tenté d'instaurer le végétarisme, en interdisant la chasse, le sacrifice, la mise à mort. Donc, alors, ce sont des choses qui n'ont pas duré, malgré en Inde plusieurs tentatives. Ce sont des époques très anciennes, donc on n'a pas de données sur est-ce que ces régimes étaient suivis. On sait qu'évidemment, on n'en était pas au pléthore d'animaux, à la pléthore d'animaux abattus qui est celle de notre époque, puisque les moyens techniques n'étaient pas ceux-là, et puis que c'était pas... il y avait d'autres choses évidemment dans l'alimentation, puisque l'agriculture existait de très longue date. Mais on voit que tout ça, finalement, ce qui nous apparaît comme une nécessité écrasante, aussi parce qu'elle est omniprésente, ce sont des choix. Et que l'humanité, à certains moments, certains pays ont fait d'autres choix qui n'ont pas triomphé, mais qui rendent la chose tout à fait pensable. Et même si le végétarisme ne s'est pas étendu de façon à supplanter le carnivorisme, c'est un régime qui perdure. Il y a des millions de gens qui sont végétariens dans le monde, pour des raisons diverses, mais voilà, c'est un régime aussi qui existe de tout temps à côté du régime carnivore. Et donc c'est d'autant plus étonnant aujourd'hui de voir l'étonnement de certaines personnes devant ce régime, alors qu'il est beaucoup plus ancien que cette habitude de manger 2 voire 3 fois de la chair animale par jour. Ce qui est incroyable, c'est au Xe siècle en Chine, où finalement les cuisiniers chinois, alors aujourd'hui on trouve dans les supermarchés des produits, du tofu à base de soja, le gluten, l'agar-agar, etc. Mais ça a été inventé au Xe siècle en Chine. Oui, alors c'est sous l'influence, alors il y avait le taoïsme, qui était une religion qui s'opposait au sacrifice, et puis une branche du bouddhisme, parce que tous les bouddhistes ne sont pas végétariens, mais il y avait une branche très claire sur ce point, et qui a donc tenté de populariser le végétarisme. Et c'est donc intéressant de voir qu'en effet, au Xe siècle en Chine, il y a une véritable cuisine végétarienne
qui s'autonomise, qui n'est pas du tout considérée comme une cuisine lacunaire, qui serait sans ceci, sans cela, limitée à la garniture des légumes, mais qu'il y a vraiment eu tout un art culinaire pour, à partir des légumineuses, des champignons, du tofu, enfin du soja, de créer des simili-carnés. Alors je pense que c'était par défi culinaire, et c'est évidemment un défi culinaire très, très intéressant, de produire comme ça l'illusion d'aliments carnés, mais qui sont des végétaux. Et donc là aussi, il y a une inventivité qui fait qu'on est aussi étonné de voir traiter la cuisine végétarienne comme une sous-cuisine. Là aussi, c'est vraiment lié, je pense, à une ignorance de l'histoire de l'alimentation, que de mépriser tous ces simili qui, en effet, reviennent aujourd'hui dans un certain nombre de boutiques. Alors, dans votre livre, alors vous invoquez plusieurs disciplines. Donc, on a vu sur l'histoire, la préhistoire, mais aussi l'anthropologie. Et vous consacrez, c'est un peu le cœur du livre, toute une discussion autour du sacrifice. Pourquoi vous êtes-vous intéressé au sacrifice en premier lieu? Alors, je pense que c'est effectivement, en effet, la question centrale. Et c'est un peu, en tout cas, oui, le cœur de l'argumentation, parce que c'est complexe, c'est très complexe, cette histoire de sacrifice. Et je vais essayer d'être claire. Alors, c'est quelque chose, d'abord, qui retient continuellement l'attention des anthropologues, et des anthropologues aussi de la vie religieuse. Bon, alors pourquoi? Pourquoi il y a une sorte de fascination? Bon, ça, je vais laisser la question en suspens. Mais enfin, elle est frappante, elle est très frappante. Le terme est très couramment employé pour qualifier finalement le fait de mettre à mort des humains, des animaux, bien d'utiliser, je ne dirais pas mettre à mort à ce moment-là, des végétaux, pour instaurer en fait une relation avec, disons, le sacré. Bon, pour le dire comme ça rapidement. Et on peut voir que dans toutes les sociétés, à toutes les époques, ce type d'agissement en fait apparaît sous des formes extraordinairement diverses. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a regardé la diversité de ces formes, on peut se demander si ce que l'anthropologie appelle sacrifice n'est pas un mot pour quelque chose, enfin finalement un terme qui désigne des réalités tellement différentes et surtout qui sont tellement liées à l'interprétation qui en est produite, qu'on peut se demander si une telle chose a véritablement existé. Enfin, ça finit par éclater. Mais ce qui est très frappant, c'est que, en tout cas dans ce que j'ai appelé la logique sacrificielle, et qui me semble devoir être retenue pour comprendre notre relation, toujours aujourd'hui, à ce qu'on appelle la viande, c'est que dans le sacrifice, la victime, qui peut encore une fois être humaine, animale ou végétale, elle n'est jamais prise pour ce qu'elle est en vérité. C'est-à-dire que le jeune garçon qui va être mis à mort pour faire venir la pluie, bien évidemment, au moment de cette opération, il n'est pas ce jeune garçon, il est quelque chose d'autre. Et donc, sur un individu, qui est la victime, va circuler des significations qui n'ont rien à voir avec lui et qui sont censées être ça, le moment de vérité de cette victime. On peut lire sous la plume de certains anthropologues racontant la mise à mort d'un poulet, qu'à ce moment-là, il est rendu à la vraie vie. Enfin, vous voyez, ce genre on peut dire, d'élucubration qui décolle complètement de la réalité pour produire un discours autonome qu'on appelle le sens. Bon. Et dans la mesure où la victime, dans cette configuration qu'on appelle le sacrifice, n'est jamais ce qu'elle est en vérité, mais ce que l'officiant va décider qu'elle est, on n'est pas étonné de voir apparaître ce qui a été décrit comme un principe d'équivalence ou de substitution. C'est-à-dire que, par exemple,
je ne sais plus, c'est en Afrique, chez les Nuer, je crois. Il n'y a pas de bœuf, peu importe, on va prendre un concombre. Et l'opération est la même, puisque ce qui doit être fait dans le sacrifice, c'est finalement tout ce raisonnement, tout cet ensemble de rites et de discours pour aboutir à tel ou tel résultat. Mais en même temps, ce qu'on constate, que les anthropologues n'ont pas manqué de constater, du moins certains d'entre eux, c'est que très souvent, ce registre des victimes coïncide absolument avec celui des individus qui sont comestibles. Et très rapidement, comme par exemple à Rome, où on voit dans le calendrier religieux, on sacrifie pour un oui, pour un non, pour une nouvelle maison, pour une naissance, pour un anniversaire, enfin bon. Et finalement, une sorte de glissement. Ça coïncide avec la boucherie, c'est-à-dire que boucherie et sacrifice ne sont plus qu'une seule et même chose. Et donc, finalement, est-ce qu'il est encore légitime de parler de sacrifice? Et on voit très bien comment aujourd'hui, par exemple, la boucherie dite rituelle, qui se réclame de tout un ensemble de rites, de significations, etc., qu'est-ce que c'est? C'est rien d'autre qu'un abattage à la chaîne différent de celui d'une législation qui impose l'étourdissement. Donc, si vous voulez, on voit cette espèce de thématique soi-disant pleine de sens du sacrifice rejoindre très rapidement en fait la pratique de boucherie. Alors, ce qui est extraordinairement frappant aussi, c'est ce qui se passait chez les Aztèques juste avant la conquête espagnole, où là, on a quelque chose aussi d'irreprésentable, c'est-à-dire la mise à mort d'humains dans des proportions mais inimaginables. Et quand on lit les travaux des anthropologues spécialistes des Aztèques, enfin, on n'arrive même pas à comprendre ce que c'était que ces villes où il y avait de la boucherie humaine absolument partout, des torrents de sang humain partout. Bon, on appelle ça sacrifice, mais c'était la fourniture en viande humaine quotidienne. Justement, dans votre livre, vous explorez le cannibalisme, un certain cannibalisme, hein, pas le cannibalisme de survie, comme on disait tout à l'heure, mais effectivement, à un moment donné, cette limite, on va dire, qu'on a aujourd'hui, hein, qui peut être questionnée par le cannibalisme, en tout cas, qui peut être poreuse, hein, à partir du moment où on mange des animaux qui nous ressemblent. Bien sûr. Il n'y a plus qu'un petit pas à faire pour aller. Oui, oui. Mais c'est quelque chose qui a été vraiment massif, le cannibalisme, jusqu'à très récemment, d'ailleurs, aussi. Voilà, qu'est-ce que ça nous dit, le cannibalisme, justement, par rapport à notre rapport aux animaux aujourd'hui? Alors, ce qui est compliqué avec cette question du cannibalisme, c'est qu'en effet, il y a des tas de formes de cannibalisme. Il peut y avoir le cannibalisme manger, on l'évoquait pour la préhistoire, manger probablement des individus qui étaient morts, mais on ne sait pas si on les tuait. Mais voilà, on peut dire qu'il peut y avoir ce cannibalisme, j'aime pas trop ce mot de rituel, mais enfin bon voilà, on va manger les morts pour ingérer leur qualité, par exemple. Donc là, on peut dire qu'on ne fait de mal à personne, vous voyez, avec ce cannibalisme-là. Il peut y avoir, et ça apparaît évidemment dans toutes les sociétés, lorsque il y a des grandes famines, ça c'est bien documenté, même si ce sont des sociétés où on n'a jamais pratiqué le cannibalisme dit de gourmandise, et je vais y venir, on peut en venir à tuer ses enfants et à les manger, à manger les morts. Bon, là, ce sont des situations très particulières de survie où on ne sait pas soi-même d'ailleurs de quoi on serait capable. Et il y a celui qui m'a intéressé, qui est bien isolé par les ethnologues et qu'ils appellent cannibalisme de gourmandise ou gastronomique. Donc ce cannibalisme, on l'a vu, il a existé en Afrique, en Océanie, en Amérique et en Asie du Sud. En quoi consiste-t-il ? Précisément dans un goût particulier pour la chair humaine, dans des sociétés qui par ailleurs consomment tous les animaux qui font partie, disons, de la palette culturelle des animaux consommables. Donc il y a cette boucherie-là, et il y a
la boucherie la meilleure, qui est celle de la viande humaine. Donc je ne voudrais pas évidemment tomber dans des propos trop aisément scabreux, mais voilà, on trouve des descriptions sur tel morceau qu'on préfère, telle recette de cuisine. Enfin, vous avez tout ça exactement comme ce qu'on trouve s'agissant de la boucherie des animaux, où bien, il y a le goût plutôt pour les jeunes animaux. Enfin bref. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'en parler? Premièrement, pour rappeler que cela fait partie, de plein droit, de l'histoire de l'alimentation humaine. Je suis désolée, mais ça en fait partie, que ça plaise ou non. Et d'autre part, je crois qu'en effet, comme vous le disiez, ce cannibalisme de gourmandise nous permet d'interroger ce que l'on ne parvient pas à interroger, c'est-à-dire le zoocarnivorisme, hein, du coup on pourrait l'appeler comme ça, le zoocarnivorisme, le fait que nous mangeons les animaux, et que, comme vous le disiez, finalement, le pas à franchir n'est pas considérable entre ces animaux avec lesquels nous pouvons faire société, lier des relations affectives. Bien sûr, ce ne sont pas des humains, mais ce sont des proches. Et donc, on peut considérer que, en les mangeant, on enfreint quelque chose de considérable, et que peut-être que d'un pas à l'autre, la distance n'est pas si grande. Alors bien sûr, en Europe, ce cannibalisme de gourmandise n'a jamais existé, et probablement est-ce la raison pour laquelle il nous est particulièrement difficile à penser. Mais dans d'autres sociétés, et jusque dans les années 60, bien sûr, les nouveaux gouvernements ont essayé j'en parle, hein, de mettre un terme à ces pratiques. Mais voilà, c'est un imaginaire gustatif qui persiste aussi dans les sociétés qui ont pratiqué ce cannibalisme de gourmandise. Et donc on peut dire aussi que l'un des obstacles à franchir pour se défaire de ces habitudes culinaires, c'est peut-être ces imaginaires gustatifs, hein, qui persistent, enfin qui ne sont pas non plus insurmontables. Vous partagez, je crois que c'est un témoignage de Georges Clemenceau qui a... Oui, alors il rapporte ça, mais il y a d'autres... oui. Et qui parle enfin, on lui a rapporté, hein, je crois que c'est un abbé qui lui a rapporté, qu'on avait les manger, quoi, je ne sais pas si c'est des esclaves à cette époque-là. Oui, là c'était, je crois, des esclaves, mais bon, ça pouvait être en effet des esclaves, des prisonniers. La ressemblance est frappante parce que on parle de viande debout. Oui, oui. Il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter un individu en entier, donc on fait des pointillés comme on pourrait voir aujourd'hui, des pièces de bœuf. Oui. Oui, donc je pense que ça permet à une société qui n'a jamais mangé de chair humaine et qui par ailleurs ne s'interroge pas sur le fait de manger la chair d'animaux très proches et dont vous vous rappeliez qu'on en sait de plus en plus long sur leur vie émotionnelle, leur vie intérieure, d'interroger au fond cette pratique. Et on avait cette citation de Claude Lévi-Strauss qui justement prophétisait qu'un jour, justement, on regarderait l'élevage avec la même horreur que justement on pouvait voir le cannibalisme justement en Europe. Oui, oui, il a cette prophétie, on peut dire, qu'un jour on regarderait les vitrines dans lesquelles on exhibe les lambeaux d'animaux avec la même horreur qu'on regarde aujourd'hui ces pratiques de cannibalisme de gourmandise. Mmh. Qu'un jour on verrait ce qu'on ne voit pas en fait. Tout comme ces cannibales ne voyaient pas une horreur dans ce qu'ils faisaient, peut-être qu'un jour nous verrons l'horreur de ce que nous faisons en regardant ces étals qui aujourd'hui semblent être toujours dans une immobilité qui a toujours été la leur, hein, le silence, l'immobilité de ces morceaux de chair. Il y a une tentation de justifier le sacrifice aussi comme étant quelque chose qui va avoir une fonction de pacification de la société. C'est-à-dire que, quelque part, une fois qu'on a mis à mort un individu, un animal, etc.,
on va faire la promotion finalement d'une... Enfin, le raisonnement est un peu compliqué, un peu tordu. Oui, oui, c'est une... Oui, en particulier René Girard, donc avec cette fonction pacificatrice de la violence. Je dois dire que je ne comprends pas bien comment on peut soutenir cette thèse dans la mesure où, justement, vous le rappeliez, on tue tellement d'animaux qu'on pourrait imaginer que le bénéfice de cette boucherie, ça serait la paix totale entre les individus. Enfin, voilà, on les mange, on les mange, on les mange. On pourrait se dire qu'on a assouvi notre violence et qu'on n'en a plus à dépenser. Or, ce n'est pas du tout ce qui se produit, ça je pense que personne ne pourra le nier. Ce n'est pas du tout ce qui se produit et ça me semble une thèse très étrange de considérer que la violence, en fait, éponge la violence. Elle est doublement étrange, c'est-à-dire c'est comme si la première violence n'était pas de la violence, bon, comme si elle n'était pas dommageable, en raison, alors ça on pourrait l'entendre, hein, une petite violence qui va éviter d'immenses violences. Bon, alors en réalité, aujourd'hui on ne peut pas dire que ce sont des petites violences si on parle des animaux, puisque c'est la plus grande violence en réalité, puisqu'elle est commise partout, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Et au contraire, il me semble qu'on sait bien que la violence alimente la violence. Et que si on veut mettre fin à la violence, ça n'est pas par la violence. Les pulsions violentes, il ne s'agit pas de les nier, mais elles peuvent se déplacer vers autre chose, vers de la créativité, vers de la sublimation. Et on peut considérer en effet que passer du sacrifice de l'humain ou de l'animal à un sacrifice végétal, en disant qu'il y a la même efficacité, c'est une opération qui montre en acte une sublimation en fait de la pulsion violente. Eh bien, je vais trancher le concombre à la place du bœuf et j'ai assouvi ma violence. Bon. Donc, c'est en déplaçant la violence vers d'autres destins non violents qu'elle pourra se dissoudre en fait dans du travail, dans des œuvres d'art, enfin, que sais-je. Mais jamais faire couler le sang n'empêche de faire couler le sang. Enfin, on sait bien au contraire que ça la banalise et donc banaliser la violence, c'est évidemment ouvrir sa porte. Qu'est-ce que vous appelez du coup le génie du sacrifice ? Ce génie, c'est à la fois du mauvais génie au sens où en posant que la possibilité de dire qu'une victime qu'on va tuer est autre chose et que sur son dos, on peut élaborer des discours, ça ouvre la porte, en fait, ça permet de faire en sorte que nos victimes, puisque nous parlons des animaux, là, nos victimes, elles ne sont plus ce qu'elles sont, et c'est exactement la situation aujourd'hui de la boucherie industrielle qui, à mes yeux, est vraiment pleinement inscrite dans cette logique sacrificielle, pleinement inscrite. Ces bœufs, ces moutons, ces agneaux, ces poulets, ces canards, enfin, et la liste est immense, ne sont jamais ce qu'ils sont, jamais. Ni pour le généticien, ni pour le zootechnicien, ni pour l'éleveur, ni pour le tueur d'abattoir, ni pour nous qui les mangeons. Elles sont toujours déjà autre chose. Voire ce sont des victimes consentantes. Voire ce sont des victimes consentantes. Au mieux. Oui. Elles apparaissent. Mais pour le généticien, voilà, c'est une réussite scientifique d'avoir mis au point telle souche, etc. Pour l'éleveur, c'est un corps qu'on engraisse. Pour celui qui tue, il y a certainement affaire à la résistance de cet animal. C'est peut-être pour lui que c'est le plus complexe, cette opération. Et pour nous, au bout de la chaîne, ce sont des mots, en fait. Ouvrons la carte, le menu d'un restaurant, mais ce sont des mots qui nous évoquent. Voilà. Il n'y a pas le nom de l'animal. Et puis, il y a tout le talent de la manière de décrire les choses, de cuisiner. Enfin, l'animal n'est plus là. Donc, sur cette victime, bien réelle, il y a tout un ensemble d'opérations qui sont réalisées sans que jamais la victime n'apparaisse
en elle-même et pour elle-même. Et le marketing, toute la communication, qui est aussi, à mon sens, du génie, c'est de parler toujours d'autre chose que de cette réalité. Mais le génie du sacrifice, c'est aussi d'avoir inclus le principe d'équivalence. Et de substitution. La substitution. Donc c'est pas seulement, alors on n'a pas le temps de s'arrêter sur les bouffonies grecques, mais ce rite où on fait en sorte qu'on met des grains dans l'oreille de l'animal qui secoue sa tête et on dit, voyez, il est consentant. Qui est le coupable? C'est la hache. C'est très grave d'avoir tué le bœuf laboureur, mais la déesse dit la culpabilité disparaîtra si vous refaites l'opération et que tous ensemble vous mangez le bœuf. Et ça, c'est quelque chose de très important. Celui qui met à mort un animal pour le tuer, il est coupable, il est passible d'une peine. Mais si c'est tous ensemble, à ce moment-là, c'est autre chose. Donc il y a tout dans cette histoire de sacrifice, pour justifier, mais aussi pour en sortir. Justement, aujourd'hui, on élève des milliards d'animaux dans des conditions qui sont industrielles. Ces animaux sont justement génétiquement modifiés, artificialisés. Ils ne ressemblent vraiment à rien à leurs ancêtres sauvages, comme vous l'avez expliqué. Comment cette industrialisation a transformé notre rapport avec les animaux aujourd'hui? Je ne sais pas très bien répondre à cette question. Je pense qu'elle prend place sur des siècles et des siècles et qu'on n'a pas eu besoin de l'industrialisation pour avoir un rapport déjà instrumental aux animaux. Oui, c'est pas le capitalisme, le grand mal non, parce de l'exploitation animale. Il me semble que... d'abord, quand on lit un petit peu sur les techniques d'élevage à Rome, dans la Rome ancienne, bien sûr, il y a la contention. On met les animaux dans le noir, on les enferme pour pas qu'ils grossissent. Enfin, il y a toutes sortes de pratiques qui sont déjà inventées dans ces élevages, évidemment totalement artisanaux au regard de ce que nous faisons aujourd'hui. Mais parce que le but de l'élevage est déjà, de la boucherie en fait, est déjà là. Avoir des animaux de telle et telle manière, les faire grossir, ne pas les faire grossir, avoir de la chair blanche. Tout ça est, je crois, inhérent au projet même, en fait, à partir du moment où ces animaux sont sous notre main et qu'on décide que ce sera de la bonne chair, on invente ces techniques. Et elles ne sont que démultipliées par les moyens scientifiques et techniques que nous avons. Donc je pense qu'on peut tout à fait avoir un rapport, je ne sais pas comment on peut l'appeler, instrumental aux animaux, bien avant que ces animaux soient génétiquement modifiés, parqués, etc. Et c'est, à mon avis, une histoire bien plus ancienne. Peut-être qu'à partir du moment où les sociétés décident que le mangeur, c'est moi, et le manger, c'est lui, même si je peux manger autre chose, le mal est fait d'une certaine manière. Il y a la personne et il y a la chose. À partir du moment où les animaux sont du côté des choses, le mal est fait. Donc je vois plus une aggravation d'un processus très ancien, d'une idée en fait très ancienne, qui est de tracer cette ligne de partage qui va passer notamment donc par le fait de manger l'animal, de l'avaler, de le rejeter, de le transformer de cette manière, ce qui est quelque chose de très fort, je crois, dans l'histoire du rejet des animaux dans la sphère des choses. Et que bien sûr, il y a dans cette histoire des aggravations, et que l'élevage industriel est une aggravation considérable. Je ne veux pas juste en faire un moment parmi d'autres de cette histoire. Pourquoi pas un moment parmi d'autres? Parce que on peut dire que là, le malheur de ces animaux est à son comble. Puisqu'on l'a dit, ils tiennent même plus debout, tellement on a fait des corps énormes, qu'ils vivent quelques semaines, qu'ils ne voient, pour beaucoup d'entre eux, même pas la lumière du jour. Ils ne l'ont jamais vu de leur vie.
Donc voilà, c'est évidemment une aggravation considérable. Et si on pouvait supprimer cette forme d'élevage qui est 99% de l'élevage, ça serait naturellement un pas en avant considérable. Mais on ne se serait pas attaqué à l'idée qui sous-tend tout ce projet, en fait. Mmh. Ça dépend peut-être de la raison pour laquelle on arrêterait, justement. Voilà. Sur la question du bon à penser, bon à manger, justement, ça c'est quelque chose aussi dans les écrits, c'est Claude Lévi-Strauss qui avait dit ça, qui a été repris beaucoup. C'est comment en fait les sciences sociales se sont emparées de cette question de l'alimentation vers les années première moitié du XXe siècle, à la fin de la première moitié, pour montrer que l'alimentation n'est pas seulement une histoire de la nutrition, mais qu'il y a évidemment toutes sortes d'enjeux, de signification engagés dans ces pratiques alimentaires. Voilà. Mmh. Comment aujourd'hui, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup de jeunes qui se disent amis des animaux, qui le sont. On voit beaucoup de vidéos sur les chats, les chiens, beaucoup de gens qui s'émeuvent justement des images d'abattoirs, etc. Et qui pourtant sont des amis des bêtes carnivores. Comment on peut expliquer cette dissonance cognitive Alors d'abord, sur ce mot de dissonance cognitive, il me semble que les contradictions que nous pouvons avoir dans notre vie psychique, elles ne sont pas problématiques pour la psyché qui n'est faite que de contradictions. Voilà. Je ne veux pas rentrer dans ce détail, ça nous éloignerait, ce détail, dans ce point. Mais toute notre vie psychique, elle est faite de contradictions puisqu'on est fait d'instances qui ne veulent pas la même chose. Le moi veut certaines choses, le surmoi, voilà, les condamne, et puis il y a l'inconscient qui veut encore d'autres choses. La dissonance cognitive, au fond, elle est problématique uniquement pour la vie morale. Quand on se dit, voilà, est-ce que je suis en relation avec mes idées? Est-ce que je suis d'accord avec ce que je fais? Quand je fais ceci, qu'est-ce que cela présuppose? Bon, c'est vraiment uniquement pour la vie morale. Et bien sûr, vivre selon la vie morale, c'est un effort constant. Et comme tout effort, c'est fatigant, c'est quelque chose qui freine aussi qui freine notre vie. Donc, dans la mesure où l'alimentation carnée est la pratique habituelle, il est certain que s'en extraire, c'est aussi s'extraire d'une certaine manière des habitudes sociales. C'est se distinguer. Et ça, c'est toujours quand même assez coûteux sur le plan social, de se distinguer. Plus que cette contradiction avec nos valeurs. Voilà. Et puis, il y a des manières de se distinguer qui peuvent être à la mode et d'autres qui ne le sont pas. Il y en a qui sont à la mode dans les grandes villes, mais pas du tout dans les campagnes. C'est plus facile de se distinguer en étant végétarien ou végane dans les grandes villes où finalement ces idées sont largement discutées qu'au fin fond des campagnes. Donc, nous en connaissons beaucoup, bien sûr, ces amis des animaux qui sont sincèrement bouleversés par les actes de cruauté et de barbarie qui sont, rappelons-le, en augmentation effroyable depuis 4 ans, mais qui, c'est comme si en fait, leur potentiel d'émotivité ou leur potentiel de prise de conscience était épuisé avec la prise en compte de ces actes. Et tout se passe dans leur esprit peut-être comme si, ben oui, mais manger, c'est autre chose, les animaux d'élevage, c'est autre chose. Comme s'il y a une espèce de normalisation, en fait. On associe tellement depuis longtemps le bœuf, qu'est-ce que c'est? C'est pas un bœuf, c'est la viande de bœuf. Le poulet, c'est le poulet rôti, etc. C'est une association tellement ancienne, tellement présente visuellement, en fait, dans les villes. Où est-ce qu'on les voit, ces animaux? Où est-ce qu'on voit leur nom? Dans les boucheries, nulle part ailleurs. Donc, ça demande un effort beaucoup plus important. Et c'est vrai que c'est toujours délicat de pousser dans leur retranchement des gens qui déjà sont
sensibilisés en fait à certaines, au mauvais traitement d'animaux. Alors là, pour le coup, qui en effet ne sont pas dans notre esprit renvoyés à de la viande. Le chien, maltraiter un chien, ça nous choque évidemment plus que maltraiter un mouton, puisque dans notre esprit, le mouton, oui, malheureusement pour lui, on va mal le traiter puisqu'on va le tuer. Mmh. Je me souviens quand même, on avait à un moment donné, dans une action militante de L214, récupéré des canards morts d'élevage, mais on les avait mis dans la rue, dans des cages de gavage, on avait fait couler du faux sang. Et je me souviens des réactions qui étaient quand même assez fortes des personnes qui passaient là, devant. Il y avait quand même une réaction, voilà. On était capable, là, ils ressurgissaient dans le réel, finalement. Oui, c'est vrai que tout ça est loin des yeux, comme on dit, loin des yeux, loin des oreilles, et que, voilà, peut-être les gens sont pris dans des représentations communes, et ça demande une prise de conscience, comme on dit, et là, dans ce que vous avez fait, en effet, vous avez réduit en fait la distance entre cet animal qui était bel et bien là, et tout le trajet qu'il y a entre lui et puis ce foie gras très bien présenté dans les boutiques. Alors aujourd'hui, on a, comme dans la Chine du Xe siècle, on a à disposition des substituts de produits animaux. Et si on recoupe ça justement avec le génie du sacrifice, mais dans son bon côté, on va dire, celui de la substitution, de l'équivalence, on formule que peut-être l'humanité carnivore, qui est celle dans laquelle on vit aujourd'hui, pourrait justement trouver une solution pour s'extirper de ce grand massacre. C'est quand même le plus grand massacre jamais planifié par l'humanité, si on considère les animaux comme des êtres sensibles, qui ont une conscience, etc., ce qui est un consensus ce qui est évidemment scientifique aujourd'hui. Oui. Voilà. Est-ce que aujourd'hui, on parle de substituts, on parle aussi par exemple de la viande cultivée, on a aussi la fermentation de précision qui nous permet aujourd'hui de reconstituer des protéines. Et on voit justement dans les rayons, alors qui s'affichent comme étant des rayons végétales, des steaks, justement, en reprenant. Il y a un enjeu d'ailleurs sur le vocabulaire avec la filière viande sent bien le danger qu'il y a dans cette substitution et cette équivalence et ce bas bête et ongle pour essayer d'interdire l'appellation. Il y a un enjeu qui est fort, finalement on le comprend complètement. Oui, la filière et donc ce député, je crois, qui avait essayé de faire interdire justement les mots classiquement attachés au répertoire boucher. Alors, on peut se dire, voilà, on a à disposition ces simili-carnés, ces simili-fromages, ces simili-poissons. On en sait de plus en plus long sur tous ces animaux. Peut-être qu'on en est, en tout cas dans un grand nombre de sociétés, à un niveau de sensibilité qui fait que, quand on regarde ce que vous montrez, je crois, c'est quand même intolérable pour toute personne normalement constituée. Alors pourquoi ça ne s'arrête pas ? Alors bien sûr, on peut dire l'habitude, ça n'est pas à négliger, tous ces facteurs. Qu'est-ce qu'on trouve dans les restaurants ? C'est encore ça qu'on trouve. Qu'est-ce qu'on trouve dans les magasins ? Il y a encore des boucheries partout. Bon. Moi, il me semble que nous sommes très, très influençables, très suivis, que nos représentations sont celles que les sociétés façonnent pour nous. On voit bien comment les idées changent. Les idées changent parce que on nous les fait changer. Et que donc, si demain, il y avait une communication qui était très axée sur la cuisine végétale, si elle était valorisée pour la santé, si elle était valorisée aussi du point de vue sémantique, dans les appellations, etc., c'est celle-ci qu'on trouverait beaucoup plus attrayante. Donc, soit on peut compter sur une sorte de volonté qu'on pourrait dire politique, de valoriser d'autres représentations et d'affecter à la viande des représentations négatives, et ce serait très facile au fond, en montrant certaines choses, comme on fait pour la cigarette. Regardez les images désormais risibles qu'il y a sur les paquets de cigarettes, tellement elles sont extrêmes. Mais voilà, vous me direz, les gens fument quand même encore, mais on pourrait associer à la viande des représentations négatives et inverser les choses. Est-ce qu'il faut compter sur, finalement, une sorte de décision morale et large de l'humanité pour aller vers des relations pacifiées ?
c'est vrai que mon pessimisme ne me porte pas à compter sur ce genre de sursaut, de solution. L'humanité ne se présente pas sous cet angle. On voit bien que chaque fois que les sociétés se trouvent dans des situations de guerre, hein, quand l'État ne peut plus tout contrôler, bon, bah, les pires pulsions se manifestent, la torture reprend, et puis on découvre aussi que ben voilà, dans des lieux où on pensait que les choses se passaient bien, enfin je ne veux pas faire trop allusion à des choses qui sont révélées peu à peu, mais voilà, que dans certains milieux, certaines institutions, pendant des décennies, des choses très répréhensibles se passaient et que personne, soi-disant, ne les voyait. Bon. Donc voilà, je crois qu'il y a chez l'humain quelque chose de profondément violent, de profondément terrifiant, que chaque fois que la bride est levée du cou de l'humain, le pire se manifeste. Et donc je ne crois pas dans une solution morale. Mais je des s'il y a une volonté politique qui peut être liée au fait, à des raisons par exemple écologiques, des désastres entraînés par cet élevage, par cette pêche, par cette chasse, qu'à ce moment-là, on pourrait emmener les gens vers d'autres cuisines, et à mon avis, on peut se défaire bien évidemment de la viande, et tous les gens qui sont devenus végétariens, ou encore mieux végétaliens, savent qu'on peut cesser de manger des nourritures qu'on adorait. Les gens qui ont fait cette expérience le savent, voilà, et peuvent en témoigner. Donc, il est tout à fait possible que ce soit sous une sorte de contrainte qui ne serait pas vécue comme ça, que l'humanité cessera d'être carnivore, parce que ça sera plus possible en fait. Ça sera plus viable. Et elle aura d'autres cuisines qu'elle a expérimentées, qui existent, qui ont existé, qui n'ont pas disparu, et qui contenteront tout le monde en fait. Est-ce que justement cette possibilité d'alternatives qui sont ouvertes aujourd'hui par la technologie permettrait d'y aller plus facilement? Parce que justement, avec ce principe de... Oui, je pense que vous avez certaines personnes, mais justement, ce sont des gens qui ne sont pas végétariens, qui disent « Ah, mais pourquoi copier des saucisses, des steaks? Pourquoi garder ce vocabulaire ?» Pourquoi le garder? Le vocabulaire, la forme, le goût et l'odeur? Tout simplement parce que c'est enraciné depuis des siècles et des siècles et des siècles, cette façon de manger. Et que, en effet, c'est tout à fait normal, enfin, de chercher à retrouver la structure des repas qui a toujours été la nôtre. Donc c'est normal que la personne qui renonce au fromage parce qu'elle sait que le lait, c'est la boucherie des petits animaux, et en plus une vie de femelles qui passent leur temps à voir des petits qu'on leur arrache. On peut dire que dans un sens, les laitages, c'est la pire des choses. Mais en même temps, c'est peut-être ce qui est de plus difficile pour les végétaliens. C'est ce qui est de plus difficile d'arrêter tous ces produits laitiers si nombreux, si délicieux et qui sont inclus dans tant d'aliments. Eh bien, le fait de fabriquer des fromages ressemblants, de pouvoir faire de la pâtisserie sans lait, qui est aussi délicieuse que la pâtisserie qu'on peut faire avec le lait et les œufs, bien sûr que c'est normal de rechercher ces substituts qui permettent en fait de continuer aussi à manger comme tout le monde d'une certaine manière, parce que c'est quand même plus facile d'être comme tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un aller-retour entre quand on décide, et c'est assez facile de faire suivre les pratiques quand on n'est pas dans l'addiction, sur un produit addictif comme la cigarette et tout ça, mais quand on décide d'arrêter de manger de la viande, finalement c'est assez facile une fois qu'on l'a décidé. C'est vrai, c'est vrai. Et est-ce qu'on ne peut pas avoir aussi un aller-retour? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que par exemple, il y a des études qui montrent que on accroche aux animaux des capacités cognitives qui sont en lien avec le fait de les manger ou pas. Oui. Donc on montre aussi que peut-être le fait de se dire qu'à un moment donné, on change l'environnement alimentaire pour aller vers une alimentation plus végétale, le statut des animaux va pouvoir prendre sa place, et on pourrait avoir une accélération, finalement, faire un aller-retour entre les deux, finalement. Oui, oui. Ouais. Mais je crois que vous avez raison de souligner qu'il faut, en effet, décider de changer son alimentation, parce que rien ne nous pousse
à la changer. Il y a très peu, au fond, d'offres de substituts. Il faut vraiment aller les chercher. Mais qu'une fois qu'on l'a décidé, bien évidemment, l'argument éthique est très fort. Et si en plus on se trouve dans une ville qui propose tous ces substituts, on peut dire que tout ça est facilité. Et en effet, ça libère aussi l'esprit dans notre considération des animaux, parce que tout se passe comme si, du fait que nous les mangeons, nous les dépressions, sur le plan, on peut dire, ontologique. Alors que nous aurions évidemment un rapport beaucoup plus assaini aux animaux si nous n'étions pas dans ce rapport fondamentalement meurtrier. C'est ça. Les sociétés qui ne consomment pas de cochons voilà, donnent des capacités cognitives aux cochons qui sont plus élevées que nous, et inversement, les populations qui mangent du chien trouvent que les chiens sont stupides. Voilà. Alors ça ne veut pas dire, si on ne les mangeait plus, qu'on les traiterait bien, hein, évidemment. Ce n'est pas si mécanique que ça. Mais ça supprimerait les élevages, et donc ça supprimerait finalement presque la totalité. En tout cas, ça supprimerait, je crois, la matrice de cette violence. Avec L214, justement, c'est un peu une question que je pose en fin d'interview. On a une campagne qui consiste à essayer d'obtenir la diminution du nombre d'animaux tués de moitié d'ici 2030, donc un objectif évidemment très ambitieux. Sous quelles conditions ce shift pourrait être possible? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, quand on parcourt un peu justement le parcours de l'humanité et qu'on voit à quel point la viande peut être ancrée aujourd'hui dans notre société? Est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir sa place justement avec les substituts Est-ce qu'on a des exemples aussi peut-être dans l'histoire de shift aussi radical? En fait, je me dis souvent, en voyant dans la rue des burgers, enfin, tout ce style de nourriture, que si on servait aux gens le burger simili, qui sont dans certains très très ressemblants, trop à mon goût, ces nuggets, enfin toute cette nourriture transformée que mangent beaucoup, paraît-il, les jeunes, qui font grimper paraît-il, le pourcentage de consommation de viande. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un nombre croissant de boutiques qui vendraient ces simili, dont personne ne s'apercevrait que ce sont des simili, bien sûr en les vendant comme des simili, hein, je ne dis pas qu'il faut leur faire croire qu'il s'agit de viande de bœuf, mais pourquoi est-ce que ça ne se généralise pas? Parce que je pense que si la sandwicherie, toute cette nourriture en fait qu'on appelle, je ne sais pas comment, qu'on achète dans la rue, qui se mange très vite et qu'on reproduit à l'identique, si tout ça était remplacé, je crois que ça diminuerait, je ne sais pas, il faudrait faire un calcul, mais ça diminuerait extraordinairement le nombre d'animaux tués. Je crois que plus de 90% des plats préparés en supermarché contiennent des produits animaux, alors que 80% de la consommation de produits se fait justement à domicile. Donc les supermarchés ont une responsabilité qui est énorme, et la question de l'environnement alimentaire, de cette pression sociale, est effectivement quelque chose qui est un levier qui peut faire basculer rapidement. Ça, on se dit que c'est vraiment le rôle de nos politiques, en fait, de conduire vers cette alimentation, d'encourager. Les supermarchés, certains supermarchés, voilà, ont de plus en plus de choses dans leurs rayons, mais beaucoup de choses disparaissent aussi rapidement. Ça veut dire que ça n'a pas été suffisamment acheté, ça veut dire que ça n'a pas été suffisamment promu par les enseignes, ça n'a pas été suffisamment soutenu par, je ne sais pas moi, le monde médical, le monde, la volonté politique. Je crois qu'on pourrait, enfin, évidemment, très aisément, sans que même les gens se sentent frustrés, parce que ces viandes-là ont leur version végétale parfaite. Absolument. On a fait un tour par la préhistoire, par les sacrifices, par le cannibalisme.
pour arriver sur le test ultime de l'humanité finalement. Est-ce qu'on est capable de sortir de cette ère du carnivorisme, là où toutes les conditions sont réunies. Sont réunies, absolument. Voilà. Et on dit que quand on veut, on peut. Oui, c'est ça. Quand on peut, on veut aussi. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout semble converger vers cette sortie, en fait. Florence Burgat, merci beaucoup pour cet entretien. Merci Sébastien Arsac, merci beaucoup. Travail. J'espère, comme moi, que vous avez apprécié ce moment rare avec Florence Burgat. Ce qui frappe dans ce qu'on vient d'entendre, c'est à quel point nous sommes capables de fabriquer un système qui tue massivement, tout en se racontant qu'il ne s'agit plus vraiment d'individus. Florence Burgat parle de thanatocratie, de génie du sacrifice et de cette capacité humaine à rendre la mort invisible, à la transformer en simple produit. Comprendre ces mécanismes, c'est aussi se donner des clés pour envisager un autre rapport aux animaux.